Chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, le tout premier numéro d'ailleurs, on se le dit en face. Guérit TV Monde, fidèle à sa ligne de répondre à vos exigences pour mieux vous satisfaire, crée une nouvelle émission donc, comme je le disais tantôt, on se le dit en face. C'est une tribune d'équilibre de l'information qui donne la parole à des acteurs de différentes chapelles politiques ou non, qui dans un face-à-face croisent les idées ou les arguments sur un ou des sujets d'actualité. Et pour ce premier numéro de lancement, deux invités nous ont fait donc l'honneur de répondre à notre invitation. Il s'agit de Maître Jacques Achefon-Migan, membre fondateur du bloc républicain soutenant les actions du gouvernement Talon. Maître Jacques Migan, bonjour. Bonjour Monsieur Badaro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais écoutez, c'est tout un plaisir de pouvoir partager ces idées avec ses compatriotes. Et Thierry Sedro, un jeune se réclamant de l'opposition. Thierry Sedro, bonjour. Bonjour éminent journaliste. Merci à vous d'être dans nos locaux. C'est moi. Et puis nous poursuivons donc les deux porterons, les deux invités vont se prononcer donc sur l'actualité politique nationale, la loi d'amnistie et la révision de la constitution récemment votée par le Parlement béninois. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est juste après ceci. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérit TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va poutoucher. Retour en plateau après ce décor planté, Maître Jacques Migan. À nouveau, bonjour. Bonjour encore, Monsieur Badaro. Merci d'être là et bienvenue dans notre studio. Monsieur Seyo. Monsieur Badaro. Vous êtes de l'opposition et je démarre justement cette émission avec vous. La révision de la Constitution, c'est fait désormais, c'est du passé. La révision de la Constitution, c'est un non-événement pour nous. Au sein de l'opposition, on s'attendait déjà à ça. Donc, c'est un non-événement. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas polémiquer sur quelque chose qui n'existe pas parce que le peuple ne reconnaît pas encore la légitimité de ce Parlement de la 8e législature. Donc, pour nous, c'est un non-événement. M. Jacques Migan, vous partagez cet avis? Non, vous savez, pour qu'on en arrive à la révision de la Constitution, il y a eu un dialogue politique. Dialogue au niveau de 8 partis sur 9. Partis, j'entends, légalement constitués. Donc le dialogue, la révision n'était pas l'objectif de ce dialogue. C'était, comme vient de le dire M. Segro, je ne reconnais pas, c'est surtout comment faire pour que les tests qui ont conduit aux élections de 2019, pour être beaucoup plus précis, le 29, et qui tests où certains n'ont pas pu passer et ne sont pas présentés, comment faire pour que ces tests soient revus. Il en est de même de code électoral, donc il fallait échanger entre nous. Il y avait l'opposition, c'est 10, 11 et 12 octobre dernier. Il y avait la mouvance, et je vous assure, l'objectif ce n'était pas la révision de la Constitution, mais en discutant, en échangeant, à travers ce dialogue, il a été question qu'on passe pas, je dis bien qu'on passe par la révision de la Constitution. Et ce qu'il faudrait d'entrée dire, lorsque nous, parce que je faisais partie de ces délégués, lorsque nous sommes arrivés à la révision, le chef de l'État a été très précis, le président Patrice Talon. Si par extraordinaire, vous devez aller à la révision de la Constitution après que le rapport lui ait été déposé, je vous dis de manière précise, jamais je ne signerai, je ne promulguerai point cette révision, cette loi sur la révision de la Constitution. C'est ça.
non seulement il n'est pas demandé, mais si vous touchez à l'article pour que quelqu'un demeure ad vitam au pouvoir, je ne le signerai pas ce texte, je ne le promulguerai pas cette loi. Donc, c'est pour vous dire que les choses sont passées grâce à la volonté des délégués qui étaient ce jour aux assises du dialogue politique. Selon Maître Jacques Migan, le chef de l'État n'est pas demandeur. Je ne partage pas l'avis du maître Jacques Migan, je ne partage pas son avis. Il disait tantôt que l'opposition était représentée, mais laquelle opposition? FCDB était là de Soumanou Toleba. Moi, je défie quiconque me prouver le contraire que FCDB fait partie de l'opposition. Les FCBE y étaient également. FCBE, quel FCBE? Vous savez, je dis, dialogue du 10, 11 et 12, c'est de la pure distraction. Nous savons ce qui est là, et c'est ça qui a accouché la révision de la Constitution, ce que nous avons assisté le 1er novembre passé. Dire que le chef de l'État n'est pas demandeur, je dis le chef de l'État, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il dit. Donc, c'est un non-événement toujours. C'est un non-événement. Il faut dire que nous avons pris le temps, moi personnellement, j'ai pris le temps d'étudier la personne du président. Donc, c'est quelqu'un qui fait le contraire. Il te dit qu'il est à gauche, mais il faut attendre à le voir à droite. Et profitons justement pour déboucher sur la loi d'amnistie. Vous dites que le chef de l'État fait le contraire de ce qu'il dit, mais il a parlé par rapport à la loi d'amnistie et c'est désormais une réalité puisque ceux qui ont été incarcérés dans le cadre des élections du 28 avril passé ont été relâchés, je crois très bien. Et le procureur de la République en a parlé hier et des noms circulent même déjà sur les réseaux sociaux. Exactement, il y a certains de nos camarades qui ont été... Là, c'est un acte à saluer, hein, monsieur Thierry Cedro. Je ne crois pas. Moi, je suis resté sur ma soif. Parce que la loi de l'amnistie a été votée juste pour camoufler les siens. Nous avons vu des forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles sur des pauvres citoyens qui étaient menus, qui n'avaient rien, même pas une poignée de grains et de sable. Mais le procureur a dit quoi? Il a dit un non-lieu. Donc il faut passer par la loi d'amnistie pour pouvoir protéger les siens. Les siens, qui sont ceux-là? Mais vous savez bien de quoi je parle. Non, allez-y, vous êtes sur un plateau, on se le dit en face à... Allez-y. Il y a des experts, il y a des forces de l'ordre qui ont tiré sur des populations. Ils ont fait des enquêtes, mais aujourd'hui on ne peut pas me dire, le procureur ne peut pas me dire que bon, c'est un non-lieu, qui ne connaît pas qui a donné l'ordre. Nous avons vu des forces de l'ordre. Moi j'étais sur les lieux. Le 1er et 2 mai, nous avons vu des forces de l'ordre qui tiraient. Mais on me dit aujourd'hui que bon, personne n'est fautif. Le compte est à zéro désormais et le chef de l'État l'a dit lors de sa dernière sortie sur France 24 et RFI que le compte est désormais à zéro. Et jusqu'à ce point, vous ne croyez pas à la bonne foi du chef de l'État, M. Thierry Cedro? Je dis bien, excusez-moi le thème si j'ai un peu exagéré, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est très très flatteur. C'est un flatteur et il a eu, moi j'ai eu la force. Quand j'ai dit la force, je le répète souvent, c'est pas une faiblesse, c'est quelqu'un qui a une longueur d'avance sur les leaders de l'opposition parce que beaucoup ont mangé dans ses mains du moins. Vous n'avez aucune preuve? Si, il a eu à financer plusieurs partis politiques. Il y a Augustin Renvoy-Blanc qui l'a dit, l'honorable, qui l'a dit. Il y a, comment on appelle, le président Bruno Amoussou, qui l'a répété à plusieurs reprises, qu'il a financé plusieurs. Maître Jacques Migan ne peut pas me dire le contraire. Oui. Non, ce que je voudrais vous dire, nous sommes aujourd'hui dans un pays où tout le monde vit ce qui se passe, quelle que soit la commune. Je dis bien quelle que soit la commune. Vous n'étiez pas né en 1960, mais nous avions vu depuis 59 ans le Bénin. C'est vrai, chaque chef d'État, quand il arrive, il apporte sa touche. Mais c'est pour la première fois, je dis bien c'est pour la première fois, que quel que soit le secteur, que ce soit sur le plan des infrastructures. Oui, Maître Jacques, oui. Nous allons y arriver tout à l'heure. Oui. Là, vous êtes non, c'est parce qu'il disait tout à l'heure que le chef de l'État est un flatteur, ce qui veut dire qu'il ne fait rien. Mais si vous préférez, je voulais lui répondre sur ce point avant de déboucher sur l'amnistie. Nous irons sur ce chantier des infrastructures, tout à l'heure. La gouvernance. D'accord, mais pour revenir à l'amnistie, quand nous étions aux assises, la première préoccupation, je dis bien la première préoccupation de ceux qui étaient de l'opposition et surtout de Foscori pour un Bénin émergent, c'est que l'on puisse prendre des mesures
d'apaisement. C'est-à-dire que l'on puisse revenir à une situation de paix dans notre pays, d'unité même, je dirais. Même avant ça, avant nos dialogues, nous avions vu comment les représentants, les têtes couronnées, les cadres de SAVES sont arrivés pour rencontrer le chef de l'État. Pourquoi? Parce que il faudrait, comme il le disait, ramener la balle à terre. Les Béninois sont constitués de frères et sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis. Et c'est vrai, il y a eu des problèmes le 28 avril 2019 lors des élections, des échauffourées, avec tout ce que nous avions connu, à Tchaourou, à Savè, dans certaines localités, Banté. Il y a eu également, après les élections, et surtout la période du 1er mai, oui, et du 2 mai. Alors, nous avions tous en cœur ce qui s'est passé. Et moi qui vous parle, mais j'ai été aussi, j'ai failli en être victime. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à dialogue. Et c'est ce dialogue qui a demandé qu'on aille à mesure de paix, d'où la loi d'amnistie qui a été votée par les députés à l'Assemblée nationale. C'est nous qui avions demandé. Et c'est demandé surtout par l'opposition qui était là, Foscori, Bénin Émergent et d'autres. Alors, ce que je voudrais dire à travers cela, il n'y a pas meilleure solution lorsque les gens se retrouvent pour dialoguer. Et de ce dialogue, nous sommes en train de vivre les réalités. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, 63 personnes qui étaient soit condamnées, soit poursuivies. Et le chef de l'État, l'ancien chef de l'État lui-même, le président Boniaï, où des poursuites sont en cours. Mais tout ça maintenant s'est effacé. Il n'est pas question du président Patrice Talon pour qu'on puisse parler de grâce présidentielle. Non, il est question d'amnistie. Amnistie, ça suppose quoi? Ça veut dire que tout s'efface. Le casier judiciaire reprend sa virginité. Le compte est à zéro. Non seulement le compte est à zéro, mais ça nous rassemble. Et il faudrait aujourd'hui que Béninois, quel qu'il soit, nous pensions à notre pays. Et c'est en cela que j'apprécie, moi, cette loi que les honorables ont votée à travers les recommandations qui ont été produites par ceux qui étaient les délégués des 8 partis qui étaient aux assises. D'accord, maître Jacques. Il faut être toujours positif dans la vie. Thierry Cedro, je suis resté sur ma fin éminent journaliste parce que la loi d'amnistie, comme l'a dit maître Migan, et ça remet les compteurs à zéro. Mais je serais ravi si le président de la République demandait aux exilés de rentrer. Moi, je m'attendais à ce premier pas avant. Non, éminent journaliste, c'est pour cela, moi, il dit que le chef de l'État, c'est-à-dire le président Patrice Talon ne gère pas les actions, il gère les réactions. Il anticipe sur les actions. Moi, je m'attendais à ce qu'il dise, bon, après la comédie, vous m'excusez, du dialogue, simulacre du dialogue, qui dit, bon, ok, que les exilés entrent. Moi, je me rappelle en 89, avant la conférence, feu président général Mathieu Kiripour a demandé aux exilés de rentrer pour qu'ensemble nous puissions aller à zéro, comme l'a dit maître et Migan. Pourquoi le président Patrice Talon n'a pas posé un tel acte et que c'est au lendemain? Il a un calendrier certainement. Non, aujourd'hui le chef de l'État, l'ancien président Boni Yahi peut désormais entrer chez lui. Le chef de l'État l'a dit lors de son entretien également sur la chaîne internationale. Vous êtes sûr? Mais il a dit. Non, je demande si vous êtes sûr. Il a dit. J'aimerais bien que maître Migan me regarde droit dans les yeux et me dise oui, que lui affirme, il est sûr de ce que le président dit. Non, monsieur Cedro, oui, maître. Je vais vous dire. Vous avez parlé des exilés qu'il faudrait qu'ils rentrent. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un exilé politique aujourd'hui, quelqu'un qui aurait quitté son pays pour des raisons politiques? Je peux dire, mais président Sébastien Diawara. Très bien, je vais vous répondre. Ce qu'on appelle un exilé politique, c'est quelqu'un qui, pour des raisons politiques, a pensé un instant que sa vie est en danger, a pensé que on veut le faire taire, on veut créer les conditions pour qu'il ne continue plus à exercer sa mission d'animation de vie politique. On est d'accord? Tout à fait. Mais vous venez de donner un nom d'un monsieur qui, pour des raisons de crime, je dis bien de crime, je ne parle pas de délit, je dis bien, je pèse mes mots, puisqu'il a été condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue. Crime économique. De crime économique. Attendez, laissez-moi vous dire. Or, lorsqu'il a quitté le pays,
vous êtes citoyen béninois. Et comme je le dis toujours en tant qu'homme de loi, mais revenez pour pouvoir vous défendre. Parce que il a été condamné parce qu'il a fui. Il n'était pas là. Alors que qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez là, la justice. Elle n'est pas seulement réservée à quelqu'un. Elle est au-dessus de nous. J'ai déjà vu des gens, alors que les gens étaient convaincus que ces personnes seraient condamnées. Mais la justice les a lavés. Alors ce que je dis, vous venez, je vous ai demandé si vous pouvez me donner un exemple de quelqu'un qui serait en exil pour des raisons politiques. Or, ce que je viens de vous dire, c'est pour un crime économique. Un. Deuxièmement, je vous donne un autre. Je prends quelqu'un d'autre qui aussi serait parti. Moi, je ne dirais pas exil. Je parle de l'ancien maire de Cotonou. On lui demande de venir s'expliquer devant la justice. Il prend la tangente. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Valentin Agossou, par exemple. Je prends le cas de Valentin Agossou. On lui demande de venir s'expliquer devant la justice. On ne lui pose pas de problème politique. Est-ce que les faits sont... Les maîtres, ils ont tiré le champ des prédécesseurs. Lesquels, par exemple, M. Badarou? Non, je vais vous dire quelque chose. Vous ne verrez pas quelqu'un qui, pour des raisons politiques, qui aurait quitté le Bénin. Donc, selon vous, personne. Je vous dis, à aucun exilé politique. Si on me donne le nom d'un exilé politique, je vous dirai pourquoi ce monsieur est parti. Je vous dirai tout de suite pourquoi il est parti. Vous avez dit exilé. Vous avez cité un nom. Tout de suite, je vous ai dit pourquoi il est parti. Au demeurant, il a même bénéficié d'un statut particulier de réfugié qui lui a été octroyé par qui? Par la France. La France aurait dû chercher à savoir pourquoi ce monsieur se trouve en France. Et il aurait compris. Et je vous dis non, ne faisons pas l'amalgame. C'est dans l'intérêt du pays. Quand vous sortez de votre pays, alors qu'on vous réclame, je prends le cas de monsieur Léadi Soglo, on ne l'a pas condamné. On ne l'a pas encore. On veut le questionner. On voudrait savoir. Non, selon vous, il peut rentrer aujourd'hui au pays tranquillement. Mais écoutez, la justice, elle ne l'a même pas encore condamné. Et c'est là où je dis, mais nous avons des hommes pour pouvoir vous défendre, pour défendre ceux-là qui partent. Et pourquoi il peut partir s'il n'a rien à se reprocher? Mais venez laver votre honneur devant la justice. Dans quelle atmosphère Dans quelle atmosphère? Mais commencez d'abord, vous savez, je vais vous donner un exemple. Maître, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je ne partage pas votre, comment dire, votre développement, parce que vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui que le président Adjavon n'est pas un exilé politique, il a commis quel crime? Affaire de drogue? Ou même la justice est incapable de prouver disons même à 10% sa culpabilité. On parle de Léadi Soglo. Revenir comment? Prenons le cas de Atao. Il s'est enfui, il est revenu au pays. On l'a dit non, que bon, viens te répondre, viens laver ton honneur. La suite, nous savons déjà. Le président Patrice Talon a dit quoi? Il a dit, n'eût été le soulèvement de la population, ça c'était face à vos collègues, je crois, Rachid Ojo et Malik Gomina, si je ne me trompe pas, n'eût été le soulèvement de la population, je serai encore en prison pour des raisons d'enquête qui ne prendront jamais fin. Jusqu'en 2013. L'homme est conscient et sait bien comment les choses évoluent, parce qu'il est resté dans les arcanes du pouvoir pendant des années. Et il a pris le pouvoir et il les inspire que ses prédécesseurs. Donc dans cette atmosphère, moi j'ai échappé à plusieurs arrestations. Je dis l'homme abuse de la pacifiquité du peuple. Donnez un seul exemple. Un seul exemple. Oui. Je dis, bon, voilà quelqu'un qui dit, moi ce qui m'a le plus marqué, voilà un président qui dit devant caméra à son peuple, vous allez souffrir mais vous ne pouvez rien faire. L'homme compte sur quoi? Secondo, quelqu'un qui dit, bon, moi rien ne m'effraie. Rien ne m'effraie. En tant que chef d'État, je crois qu'il doit avoir l'humilité. C'est vrai, il a tous les pouvoirs à sa disposition, mais quand même, il doit avoir un peu de retenue, un peu d'humilité vis-à-vis de son peuple. Maintenant, parlant de la justice, comme le dit Maître Migan, moi je ne suis pas du tout d'accord. Maître Marie-Eunice Bédo a eu à le dire par le passé que la justice béninoise est corrompue jusqu'aux os. Elle est encore vivante. J'étais au procès du camarade Sabi Sira Korogoné. Je sais comment les choses se sont passées. J'étais au procès du camarade Thibaut Ogou. Je disais, la façon dont l'avocat
faisais les développements, je savais que bon, le procureur allait dire bon, ok, monsieur, rentrez chez vous. Mais j'étais surpris quand le procureur change de version et dit bon, paf, je condamne pas les faits, je condamne pas l'initiative, je condamne pas les propos, mais je condamne la diffusion. Éminent journaliste, j'ai dit ils sont même incapables de prouver que c'est le camarade Sabi Sira Korogoné qui a diffusé les éléments. Et vous voulez, non mais écoutez, vous voulez que dans telle atmosphère que je puisse avoir confiance à la justice de mon pays? Le 2 septembre, on m'a convoqué pour une affaire que j'ignorais. Mais c'est comment les choses se sont passées au commissariat du 4e arrondissement de Cotonou. Mais vous êtes toujours libre. Je suis libre, après, mais ça n'a pas été facile. Je dis, béninoise. j'ai échappé à 1 minute près d'être transféré. Et vous voulez que moi, je dis prochainement, là où je suis, si on m'envoie une convocation, j'ai dit sincèrement sur un plateau, soit je prends mes effets, ou bien si c'est la justice de mon pays qui m'interpelle sous la rupture, je ne répondrai pas, soit je prends mes dispositions, parce que vous êtes, quand on vous convoque au commissariat sous la rupture, si vous ne partagez pas les avis, si vous n'êtes pas prêt pour chanter les éloges du prince, si on vous convoque, je vous demande sincèrement le mieux, c'est de prendre vos 2 jambes à concours. Maître Jacques Migan, les jeunes aujourd'hui se disent dépassés, maltraités par la justice béninoise. Non, je ne voudrais pas laisser M. Segro s'exprimer en ces termes. La justice, comme je le dis, nous sommes dans un état de droit où il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Nous sommes en train de parler de l'AMSI et vous parlez de ce qui s'est passé à tel, des propos tenus par Mme Guédo, des propos tenus par le chef de l'État, des propos tenus par tel. Est-ce que l'amnistie dont nous parlons va dans ce sens? Nous sommes en train de parler des exilés. Je vous ai demandé tout à l'heure de me donner un seul exemple. Vous m'aviez parlé de Adjavon, je vous ai dit ce qu'il en est. Et je continue à vous le dire, la justice, il faut lui faire confiance. Deuxièmement, quand vous avez un problème avec la justice, il faut que vous sachiez une chose. Les juges jugent à partir des faits. Si les faits constatent que le délit ou le crime ou la contravention, s'ils constatent que ces éléments prévus par les textes sont constitués, vous avez les avocats pour pouvoir vous défendre. Et vous serez toujours défendu par les avocats. Si les faits ne sont pas constitués, mais vous serez libéré. Et c'est en cela que je demande toujours aux uns aux autres, et moi-même, et à moi-même, faisons confiance en la justice, d'une part. Et quand une décision est rendue, vous avez d'autres possibilités. Lorsque vous n'aviez pas gagné, par exemple, devant le tribunal de première instance, mais vous avez d'autres possibilités pour porter de faire appel. Vous pouvez même aller en cassation, tout ce que vous voulez. Ou encore, si c'est d'autres juridictions d'exception, vous avez encore les possibilités de prouver votre innocence. Donc c'est ce que je tiens à vous dire. Nous ne ferons pas des procès de personne. Et je vous ai dit tout à l'heure, donnez-moi un exemple. Et je vous ai cité les cas de ceux qui sont exilés, comme vous l'aviez dit. Et il se confirme aujourd'hui que ceux-là... Vous allez me dire que le président Adjavon n'a pas interjeté appel après que le procureur a rendu sa décision. Vous voulez en parler? Vous voulez qu'on en parle? J'aimerais bien. Vous savez que j'ai parle. été, à un moment donné, son conseil. Tout à fait. J'ai été son conseil. Tout à fait. Et lorsque j'ai été son conseil, il y a eu toute une procédure, mais pour des raisons précises. Et conformément à ma déontologie, je ne voudrais pas en parler ici, puisque nous ne faisons pas un procès hors prétoire. Nous ne faisons pas un procès à prétoire, d'une part. Et d'autre part, je ne suis plus son avocat. Et il y a des avocats qui sont constitués pour défendre ses intérêts. Par respect pour cela, je préfère non plus ne pas en parler ici. Pour des raisons de respect. Donc je ne vais pas aborder ce problème. Nous sommes dans un contexte bien précis. Et je vous ai dit, et je le répète encore, l'amnistie qui a été votée par les députés, il faudra saluer cette décision dans l'intérêt de la cohésion, de la paix. D'accord, Maître Jacques Migan, nous poursuivons toujours cette émission. La dernière partie à présent, nous allons parler donc de la gouvernance talent. Aujourd'hui, Monsieur Thierry Saint-Turo, dites-nous, vous êtes à Calavi, vous avez quitté Calavi pour venir à Porto Novo. Est-ce que vous avez vu un changement par rapport aux infrastructures routières? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait? Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire que ce serait malhonnête de ma part de ne pas dire, de ne pas reconnaître les quelques, je dis bien les quelques actions positives du chef de l'État
ce que moi je reproche, c'est que les actions négatives ont pris le dessus sur les actions positives. Et bon, la gouvernance talon, ce que moi je dis au fait, c'est quoi? Parlons des infrastructures. Des infrastructures. Laissez-moi vous dire, est-ce qu'il n'y avait pas des infrastructures avant l'avènement de ce régime? Parlons de ce régime, ce qui se fait depuis 3 Non, ans. mais c'est à croire que, c'est-à-dire, ce qui se fait aujourd'hui n'a jamais été fait, et que bon, le magicien est là, et bon, il est en train de transformer. Moi, je crois que c'est vrai, il faut encourager des actions positives, mais moi, je suis resté sur ma soif, c'est-à-dire, l'heure n'est pas à ça, et nationaliste. Notre Jacques Migan, Monsieur Segro, Monsieur Segro, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est surtout pour la jeunesse. C'est surtout pour vous. Puisque quand je vois nos âges à nous autres, notre avenir n'est plus devant nous. C'est devant. Notre avenir, votre avenir, c'est pour vous, c'est un boulevard. Et je me réjouis que depuis 1960, nous attendions enfin que certaines choses se réalisent. Que l'on commence par les vivre. Je dis, il faut non seulement rendre grâce à Dieu, mais remercier ceux qui sont aux responsabilités pour accomplir ces missions. Je vous donne quelques exemples. Je ne viens même pas encore aux infrastructures. Je prends un exemple vital, du social, la priorité des priorités, ce que nous appelons l'eau. Je vous dis, je l'ai vécu, Bonouko. Dans les collines, les gens avaient comme liquide, comme eau, la boue. Je prends 8 km de Porto-Novo, dans le village de ma mère, à Tchoupa. L'eau est jaunâtre. Et je vous dis, depuis 1960, alors que j'allais visiter la maison de ma mère, l'eau est devenue denrée rare. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans les collines, alors que je parlais de Bonouko, un documentaire a été fait là-dessus. Dans les collines, l'eau est en train de devenir est accessible. Je dirais l'eau est accessible. Grâce à qui? Et grâce au gouvernement ça a été fait, je dis bien. Sous le président Bonou Yahi. Non. Attention, j'ai suivi cela et l'agence qui est logée à la présidente de la République, celui qui est en train de travailler là-dessus, je le connais, pour ne pas le nommer, monsieur Adropo Sylvain Migan, c'est un projet qui a commencé en 2017. Je dis bien en 2017. Et tout le monde sait ce que c'est projet et que le gouvernement est en train de mettre en valeur avec le ministre Adambi. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que voilà un exemple vivant pour que l'eau soit accessible à tous les Béninois dans les 77 communes et surtout dans les 74 communes rurales d'ici 2021. Donc, et les moyens sont là, les financements sont là pour qu'on ne dise pas que ça va être plutôt un éléphant blanc. Je sors de là. Je prends ce qu'on appelle la jeunesse dont je parlais tout à l'heure. J'ai toujours dit que l'instruction est une richesse. Si vous ne mettez pas un enfant à l'école, surtout en ce qui concerne nos parents qui n'ont pas les moyens, ça veut dire que vous tuez en cet enfant la richesse qui pourrait lui permettre de devenir journaliste, de devenir technicien, de devenir médecin, de devenir avocat, de devenir quelqu'un. Pourquoi je dis cela? Voilà le régime qui a pensé que pour que l'enfant puisse suivre les cours, l'enfant, je dis bien les petits-enfants, il faut leur donner à manger. Il faut qu'ils puissent accéder à la cantine. J'étais à un moment donné, je faisais partie de l'association de développement de la commune de Posotomé, la DRP. Et pourtant, je suis de Porto-Novo. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les enfants, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ne reviennent plus en cours parce qu'ils n'ont pas à manger. Ils n'ont même pas le gari qui pourrait leur permettre encore de satisfaire cette faim. Et comme je le disais tout à l'heure, ils ne pouvaient pas suivre les cours. Et ne suivant pas les cours, ils sont complètement éliminés. Par quelle faute? Pas notre faute. Monsieur Segro, vous, lorsqu'on était hors micro, vous me disiez tout à l'heure que la jeunesse, c'est pour vous. Or, si on permet à ces enfants de pouvoir bénéficier, comme le gouvernement le fait aujourd'hui, d'une cantine gratuite, on a constaté, ça va se faire dans toutes les communes, les 77 communes de notre pays. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous parlez de la jeunesse, le président Patrice Talon ne prend pas en compte les aspirations de la jeunesse. Vous ne pouvez pas me parler. Excusez-moi, vous ne pouvez pas me parler de la jeunesse au moment où. Est-ce que je vous coupe? Je ne vais pas vous couper. Non, je ne vais pas vous couper. Je ne vais pas vous couper lorsque vous prendrez la parole. Vous savez, nous avions eu maintenant tout le temps un concept
d'enseignement qui est complètement dépassé. Or, quand vous sortez aujourd'hui, surtout dans les pays du Nord, qu'est-ce que vous constatez? C'est l'enseignement est alterné, c'est-à-dire la théorie complétée par la pratique. Ce qu'il faut pour permettre aux gens, en sortant de la formation, d'être automatiquement opérationnels. Mieux, d'être des gens que les gens iront chercher pour pouvoir occuper des postes. C'est le concept aujourd'hui, c'est la vision aujourd'hui de ce pouvoir que je soutiens. Dans quel intérêt et pour qui? Mais pour les jeunes. Alors que nous n'avions pas cela hier. Ça, c'est l'éducation. Tout à l'heure, je parlais du social. J'ai parlé ensuite de la cantine. Mais je vais au-delà, M. Seydro, à travers l'Arche. Et vous en savez beaucoup. L'accès aux soins. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le nôtre, alors que vous tombez malade, vous ne puissiez point satisfaire vos besoins médicaux? Vous ne puissiez même pas vous faire soigner. Or, tout à l'heure, vous aviez évoqué le nom de quelqu'un qui était à la tête d'une structure et qui vendait du poison, des médicaments. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais je dis bien, je l'ai tout le temps dit, je l'ai même dit sur l'ORTB, que les médicaments qui se vendaient, c'était du poison. Alors pourquoi je le dis? C'est parce que nos parents, qui n'ont pas les moyens, parce que les hôpitaux de zone, les hôpitaux tout court, n'étaient pas accessibles. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président, le gouvernement du président Talon est en train de faire? C'est de permettre aux hôpitaux de zone, je dis bien aux hôpitaux de zone, d'être opérationnels, d'être accessibles aux pauvres, aux plus pauvres, pour qu'ils puissent aussi se faire soigner. Et deuxièmement, que nous n'utilisions plus ces médicaments que j'appelle du poison, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et bien à travers l'âge, composé d'un certain nombre d'éléments, vous avez, comme je viens de le dire, l'accès aux soins, la pension, la formation, le microcrédit. Et pourquoi je parle de la pension? Nous sommes tous d'un village, issus d'un village. Comment comprendre que nos artisans, je dis bien comment comprendre que nos artisans, lorsqu'ils ont 50 ans, lorsqu'ils ont 40 ans, ne pouvant plus continuer à exercer leur profession, se retrouvent complètement démunis, complètement à l'abri de la misère. Or, ce gouvernement, pour la première fois, a prévu une pension suivant un mécanisme, toute chose qui pourrait leur permettre de bénéficier d'une pension. Je crois que c'est novateur, c'est nouveau. Et c'est pour qui? C'est encore pour vous. Maître Jacques Mégan, nous allons laisser M. Thierry. Et là maintenant, M. Thierry. Éminent journaliste, toutes les excuses pour tout à l'heure, parce que lorsque Maître faisait son développement par rapport à la jeunesse, que ce que le chef de l'État actuel est en train de faire, c'est pour nous, la jeunesse, je dis que c'est faux. Actuellement faux, parce que nous, jeunes, nous ne nous retrouvons pas dans les actions du chef de l'État. Moi, je parle tout d'abord de la loi, cette loi scélérate sur l'embauche. Je parle du décret du 10 mars. Mais on ne peut pas me dire que le chef de l'État pense à l'avenir de la jeunesse en posant de tels actes. Je ne crois pas. Aujourd'hui, faites le micro-trottoir, prenez la température du peuple. Tout le monde se plaint. Et on me dit, le chef de l'État travaille. Les infrastructures, d'accord. Est-ce a dit que le président, feu général Mathieu Kérékou, n'avait pas fait, même s'il n'a pas fait grand-chose, est-ce qu'il n'a pas posé des pas? Est-ce a dit le président Soglo n'avait pas eu à poser des pavés? C'est une continuité. Tout à fait, éminent journaliste. Mais il dit aujourd'hui que le président Patrice Talon, il est le meilleur parce que tout le pays est en chantier. Il est le meilleur parce que il y a l'eau potable. La cantine scolaire, par exemple. La cantine, l'État. Mais quelle nourriture? Est-ce que vous avez fait une descente dans ces cantines pour voir l'état de ces nourritures que ces enfants consomment? Mais le tout ne suffit pas de dire que oui, le chef de l'État a mis des cantines sont là. Mais est-ce qu'au temps du général Mathieu Kérékou, il n'y avait pas des cantines scolaires? L'État est une continuité. Le tout ne suffit pas de dire que oui, parce que le chef de l'État a dit, je vais faire. Le chef de l'État a promis 500 000 emplois à la jeunesse, à défaut de 1000 emplois chaque année. Combien d'emplois il a déjà créé? Il y a eu plus de chômage que de création d'emplois. Et aujourd'hui, on me dit que le chef de l'État travaille pour la jeunesse. Je dis, mais quand même, je ne suis pas du tout d'accord, maître. Je ne suis pas du tout d'accord. Je voudrais revenir sur un point. Vous avez évoqué la loi sur l'embauche. Est-ce que vous connaissez l'esprit? Est-ce que vous savez ce que ça a généré? Est-ce que vous savez comment on est parti pour pouvoir voter cette loi sur l'embauche? Je vais vous dire pourquoi. Nous avions constaté dans notre pays que les entreprises ne veulent plus embaucher et refusent d'embaucher alors que les gens sont là. Ou encore, quand ils embauchent, il y a un problème qui se pose.
l'ancienne loi disait ceci, on vous embauche pour 2 ans, à contrat durée déterminée, renouvelable une seule fois. Alors, lorsque vous avez fini de boucler les 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Mais l'entreprise se sépare de vous. Parce que ne voulant pas vous conserver, vous garder, et reprend quelqu'un d'autre pour faire la même chose, conformément à l'ancienne loi. Et qu'a fait le gouvernement de Patrice Talon pour permettre l'embauche des jeunes? Je dis bien l'embauche des jeunes. C'est de dire désormais, ok, si c'est parce que vous voulez limiter les embauches à 4 ans, si c'est ça qui vous fait peur, désormais, il n'en sera point ici. Et qu'est-ce que les entreprises ont commencé par faire? On maintient celui qui a fini 4 ans. On maintiendra parce qu'on a constaté qu'il n'y a plus de problème. Parce que les entreprises disaient, si je l'embauche maintenant, c'est fini, je ne pourrai plus le licencier. Ils les conservent, ils embauchent. Et faites, je vous dis, faites votre enquête, vos investigations. Les entreprises embauchent. Et ceux qui étaient sous le coup de la loi, alors qu'ils savaient que leur contrat à déterminer allait finir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont tranquilles. Ils continuent. Comme je connais un de mes collaborateurs, j'ai dit un de mes collaborateurs, son ami, il me l'a dit, je l'ai rencontré en tant qu'avocat. Il m'avait vu en sortant, maître, que faire pour pouvoir demeurer dans cette entreprise alors que je suis en train de boucler 4 ans? Dois-je repartir, rentrer chez moi, revenir après? J'ai dit non, la nouvelle loi, même si le contrat est à durée déterminée, permet au chef d'entreprise de vous laisser continuer. Il n'y a plus de problèmes qui tiennent. Donc c'est une bonne loi, c'est dans l'intérêt, je le dis encore, des jeunes, pour qu'on ne se sépare pas de vous, alors que vous aviez démontré votre compétence pendant 4 ans, et brusquement on se sépare de vous. Monsieur Segro, je vous dis quelque chose, ne regardez pas l'homme, regardez les actions, regardez ce qui se passe dans l'intérêt du pays. Et je dis et je continue à vous dire que c'est pour vous que cela se passe. Et pourquoi je vous le dis? Quand nous devons faire, nous ne le faisons pas par rapport à l'intérêt général. Hier encore, aujourd'hui, honnêtement, je vous dis et je le pense sur moi, ce n'est pas pour Talon, ce n'est pas pour sa famille, ce n'est pas pour M. Wadaï, ce n'est pas pour le président Talon, ce n'est pas pour Jacques Migan, c'est dans l'intérêt général, je dis bien, du pays et surtout pour vous. Maître Jacques Migan, pour les jeunes. Vous allez profiter pour aborder en même temps l'aspect des infrastructures. Pour M. Segro, Thierry, il ne voit rien sur le terrain. Non, M. Segro, il a dit qu'il n'a pas dit ça. Il le reconnaît. Il dit, il reconnaît quelques actions positives. Il a dit cela et je le remercie. Non, je crois que M. Segro, il n'y a pas que les infrastructures. Je vous ai dit, le chef de l'État a choisi au départ 8 communes. Pour que ces 8 communes connaissent un développement. Est-ce que vous savez que hier encore, le quartier où j'habite, nous choisissons le trou dans lequel nous allons passer. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous allez faire, vous passerez dans un trou. Aujourd'hui, tout est nickel. Je dis vous voulez parler de quel quartier? Je veux parler des cocotiers. Je veux parler également de Porte-Nouveau. Restons à Porte-Nouveau où nous sommes aujourd'hui. Grâce à ce que fait Off-Mass, les gens applaudissent. Nous l'attendions depuis 1960. Nous avions connu plusieurs régimes. C'est-à-dire, les gens le font comme le président qui vient de partir, le président Boriaï, on l'a fait dans le cadre de la fête tournante. Mais aujourd'hui, non. Le président Patrice Talon dit, vous ne pouvez pas ne pas développer les infrastructures. Pourquoi? Encore pour la jeunesse, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous développez les infrastructures, ça crée les entreprises. Et quand il y a création d'entreprises, il y a automatiquement création d'emplois. Et quand il y a création d'emplois, il y a le pouvoir il y a le salaire, ce qui amène automatiquement le pouvoir d'achat du panier de la ménagère qui se développe. Donc c'est pour vous dire que tout est une chaîne. Et c'est en cela que je vous dis, encore une fois, Monsieur Segro, ne regardons pas
Ne regardons pas l'homme. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez ne pas l'aimer, mais appréciez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans votre intérêt, dans l'intérêt du pays, dans notre intérêt. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'eau, je vous ai parlé tout à l'heure de la cantine. On peut parler de la médecine, j'en ai parlé. On parle des infrastructures, c'est-à-dire le Bénin en chantier, quelle que soit la région. Monsieur Sergio. Oui, éminent journaliste, maître parlait de l'intérêt général et je m'en vais vous poser une question, si vous me permettez. Est-ce à dire, vous parlez de l'intérêt général, est-ce à dire dans le Bénin, il n'y a plus la compétence, il n'y a plus un cadre béninois qui peut diriger des sociétés étatiques? Vous voulez que je vous réponde? Tout à fait, en toute honnêteté. En toute honnêteté. Depuis 1960, je prends un exemple très simple, qu'on appelle le port autonome de Cotonou. Nous n'avions jamais, depuis 1960, jamais été bénéficiaires. Jamais. Un. Et deuxièmement, les compétences qu'on envoyait là, c'était des gens qui ne maîtrisaient pas, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Tout ça parce que... Vous voulez parler de qui? Quelle que soit la personne. Absolument. Absolument. Oui. Pourquoi? Vous faites fort là. Je vous dis, je pèse mes mots et je vous le dis pourquoi. C'est-à-dire on les envoie là-bas, tout simplement parce que ils ont appartenu à un parti politique. Et pour satisfaire c'est suffisamment grave ce que vous dites. Je vous dis, et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens... ils sont incompétents. Ce que je veux dire par là, ce n'était pas... Parce que ce n'est pas seulement l'homme. C'est toute une gestion. C'est tout cela. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas l'homme non plus. C'est toute une structure qui dirige le port. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on envoie un homme que l'on pourrait régler le problème du port. C'est-à-dire, on a fait appel à partir d'un appel d'offres international. Les Béninois ont compétit, les Africains ont compétit, les Européens ont compétit, les gens du Nord ont compétit. Mais on a ouvert, on a choisi les Belges parce qu'ils sont reconnus comme le bon gestionnaire dans le domaine du port. Les résultats sont là. Je laisse tomber ça. Il en est de même de la structure qu'on appelle la SBE. Mais écoutez-moi, celui qui gérait, ou ceux qui ont tout le temps géré, ils sont qui? Ils viennent d'où? Quand le président Patrice Talon a pris les responsabilités, est-ce que vous avez vu tout ce qui a été fait? Les contrats qu'on a annulés, les gens ne pensaient pas à l'intérêt du pays, ils pensaient à leur intérêt personnel. Tout ce que je disais tout à l'heure. Je vous dis, un appel a été lancé sur le plan international. Ça ne veut pas dire, ils n'ont même pas encore fait 2, 3, 4 mois pour que nous puissions savoir ce qu'il en est. Ils ont été. La prise du service du pouvoir, du ministère, ceux qui sont là, puisque vous êtes en train de... Je vous dis, non, ce que je dis, avant qu'on aille à appel international d'offres, on a mis une équipe, gérée par un homme, un spécialiste de l'électricité, pour ne pas le nommer, M. Donald Oussou Jean-Claude, qui gérait, tout en étant ministre. Le ministre de l'Énergie. Absolument. Et qui s'y connaît, qui est une compétence, et qui a mis au service de notre SBE sa compétence reconnue sur le plan français, sur le plan international. Mais ce n'est pas suffisant, puisque je vous disais tout à l'heure, M. Segro, M. Badaro, que c'est toute une structure qu'il faut. Il ne peut pas être ministre et en même temps DG. Ce n'est pas possible, quelle que soit sa compétence. Mais grâce à sa compétence, on a limité les dégâts. Mais on ne peut pas continuer ainsi. D'où l'appel qui a été fait. Mais le délestage se poursuit. Tout à l'heure même, on nous a coupé ici. J'ai observé, et je suis même content, nous avions eu pour tout et tout 8 minutes. J'ai observé, je regardais ma montre. Et je disais tout à l'heure, nous sommes dans ce qu'on appelle les réglages. Quand il y avait délestage il y a encore quelques temps, on ne peut plus parler de délestage aujourd'hui. Absolument, on parlera tout à l'heure. Même je suis en train de dire, on parlait de groupe électrogène. Oui. Il faut toujours prévoir, indépendamment de ce que nous avons. C'est pas toutes les entreprises jeunes qui ont les moyens pour... Vous savez, non. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, M. Badarou. Toutes les entreprises ne l'ont pas. C'est vrai. Mais le gouvernement est en train de faire en sorte pour que nous puissions éviter cela, pour que ça puisse permettre à tout Béninois. Ils n'ont pas encore fini. Ils sont sur la voie. Il y a encore quelques années. Il y a encore 4 ans. Aujourd'hui, M. Segro, M. Badarou, vous voulez que je vous dise quelque chose? On restait dans l'obscurité pendant toute une semaine, pendant 2 semaines. C'était impossible de vivre. Et les enfants ne pourraient plus étudier. Les entreprises ne pouvaient pas plus fonctionner.
Aujourd'hui, je vais même plus loin. Je connais une entreprise allemande qui devrait venir au Bénin et qui a refusé à cause du délestage. Elle est revenue, cette entreprise, aujourd'hui. Elle s'est installée. Elle a commencé à travailler. Parce que le délestage, ça crée des pertes énormes, des ennuis terribles. Non, et là, je vous le dis, et je continue à le dire, je le dis et je continue à le dire. Oublions le chef de l'État, sa personne, si tel est que c'est sa personne qui vous pose problème, mais observez ses actions, ses actes qu'il pose, et vous reviendrez à de meilleurs sentiments en sortant de cette émission. Pourquoi? Parce que M. Cedro, le président Patrice Talon, il travaille pour la jeunesse. Il travaille pour nous tous, mais surtout pour la jeunesse. Nous allons continuer cette émission avec vous, M. Cedro. Éminent journaliste, je suis resté sur ma soif. Je suis resté sur ma soif, toujours sur ma soif, parce que je ne suis pas convaincu. Le maître ne m'a pas convaincu. Et parlant des DG qui se sont succédés à la tête du port de l'eau. Ils sont des incompétents. Non, j'ai dit que c'est une structure. C'est une structure. Maître, je vais vous dire. Oui. Quand vous dites que ce sont des hommes qui ont quitté des partis politiques, hein, mais qui est derrière ces partis politiques? C'est là où je dis je suis resté sur ma soif. Mais maître a oublié, mais qui plaçait les pions sous l'ex-président. Je m'attendais à ce qu'il me donne un exemple palpable. Je vais vous le dire. Maintenant, quand maître me dit aujourd'hui qu'ils ont fait appel d'offres, mais pourquoi, j'aimerais demander, pourquoi PVI n'a pas été confié aux Belges ou bien aux Canadiens? Pourquoi Astral n'a pas été confié aux Belges? Pourquoi Sodeco n'a pas été confié aux Américains? Aujourd'hui, vous dites que le panier de la ménagère commence par prendre du poids. Mais quel panier? J'aimerais que maître me donne un exemple du panier de ménagère qui est en train de prendre du poids. Aujourd'hui, maintenant, il est difficile de joindre les deux bouts. Le chômage a atteint un niveau très très inquiétant. Mais ceux qui travaillent arrivent à s'en sortir. Mais qui travaille avec les fonctionnaires perçoivent régulièrement, M. Cedro. Éminent journaliste, vous savez très bien de quoi je parle. Faites le micro-trottoir et vous prendrez l'avis des populations. Le tout ne suffit pas de rester dans ces quatre coins ou bien... Bon, c'est vrai, le maître, comme il a dit, il est déjà pratiquement au soir de sa carrière ou bien de sa vie, si je peux le dire. Non, il n'a pas le même... En fait, le maître n'a pas le même problème que nous. Je lui disais tantôt, en micro, que c'est une affaire de génération. C'est une guerre de génération, au fait. Le maître n'a pas le même problème que nous, jeunes. Lui, là où le maître, il ne peut pas parler du chômage, il ne peut pas parler de l'emploi aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Même le président, là où il est, il ne peut pas parler de l'emploi, ben bon. Chez qui je vais travailler aujourd'hui, il ne pourra pas le dire. Mais quand le maître me dit que le président travaille pour la jeunesse, mais c'est vous avez dit, je suis resté sur ma soif, je suis resté sur ma faim. Il travaille pour la jeunesse, il est là pour les jeunes. Au moment où certains jeunes qui ont déjà terminé, qui ont la licence, qui n'ont pas du boulot, au même moment où certains qui sont déjà à la retraite, qui sont encore rappelés, qui sont au poste, et on me dit que le chef de l'État pense à la jeunesse, au moment où vous déposez des dossiers, ou bien vous demandez certaines choses, et on ne vous octroie pas, c'est prêt, ou bien le microfinance, mais quelle microfinance? Mais je ne suis pas du tout content, je ne suis pas d'accord avec vous, maître. Okay. Nous allons aborder... Non, je voudrais quand même lui répondre sur ce point. Non, je voudrais vous dire, M. Cedro, en termes de chômage, nous avons le taux le plus bas. Ça tourne autour de 2,5%. Par contre, le problème qui se pose, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est parce que nous avons des gens qui occupent des postes alors qu'ils ont des compétences qui ne correspondent pas à ces postes-là. Je prends le cas d'un journaliste. Devient journaliste quelqu'un qui a fait lettres, qui n'a pas été à l'école de journalisme et qui le fait. Parce qu'il pense que, à défaut de mieux, j'occuperai ce poste. Donc c'est ça qui fait que, et c'est en cela que le président Patrice Talon a dit non. Ça cache quelque chose. Il faudrait maintenant, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, la formation, donner une formation aux gens pour qu'ils puissent correspondre au poste, si tel est que l'homme de lettres qui n'a pas une formation en journaliste, si tient qu'il veut être journaliste, donne-lui une formation. L'homme de droit qui commence par travailler en tant que clerc alors que son objectif c'est devenir avocat, donnez-lui une formation, si tel, ainsi de suite. C'est-à-dire, ils occupent des postes alors que
ils ne sont pas qualifiés pour ce faire. Donc je voudrais que l'on le dise. Et c'est là où le pouvoir aujourd'hui crée les conditions pour parer à cela et pour que ceux-là qui n'ont pas la qualification mais qui occupent, on puisse leur régler ce problème. Là encore, voilà ce que je peux vous dire. Le dernier point de cette émission, nous sommes pratiquement à la fin, c'est par rapport à la frontière, les frontières nigérianes. Monsieur Thierry Cedro. Et la fermeture du frontière, ça crée beaucoup d'ennuis. Les recettes ont chuté, que ce soit de notre côté et du côté nigérian, et les pays qui ont les frontières avec le Nigeria aussi. Mais moi, je suis un peu choqué par les propos de certains citoyens, c'est-à-dire qui se réjouissent de ce que nous vivons à travers la fermeture de cette frontière. Il y a d'autres qui jubilent même, qui demandent que ça peut même rester comme ça jusqu'à une durée indéterminée. Je crois que ce n'est pas du tout des propos patriotiques. Mais si nous en sommes arrivés là, j'accuse le gouvernement parce que il a instauré, je dis bien, c'est pour la première fois que moi je suis en train de voir le Béninois, c'est-à-dire s'insurger contre son pays, contre son chef de l'État. Je discutais par exemple avant-hier avec certains jeunes qui me disaient vraiment si le Nigeria peut garder sa frontière fermée comme ça, il dit mais vous oubliez que ça je suis nous, le monsieur là où il est, il va jamais se demander qu'est-ce qu'il veut manger aujourd'hui. C'est-à-dire le patriotisme a déserté les forts. Et il dit c'est la faute à qui? Ça dit le climat actuel, c'est sous ce régime que j'ai vu que le Béninois a peur de son prochain. Surtout quand tu es mouvancier et que l'autre est opposant, ça dit le vivre ensemble a pris un coup. Et c'est sous ce régime. Je crois que le chef de l'État, comme j'ai toujours l'habitude de le dire dans mes sorties, doit ramener la balle à terre, écouter son peuple et prendre en compte les aspirations de son peuple. En quelques minutes. Non, je crois que lorsqu'il a cédé à la magistrature suprême, la première préoccupation du président Patrice Talon, c'est de reprendre le protocole du 14 août 2003, protocole de Badagry, signé par le président Obasanjo et le général Mathieu Kérékou. J'y étais. Ça veut dire quoi? Il faudrait, comme disait le protocole, inondez-nous de vos produits vivriers. Tout ce que vous pouvez produire à l'interne. Et non tout ce que vous allez importer pour réexporter chez nous. Donc le Nigeria a raison. Non, je ne dis pas que le Nigeria a raison. Mais indépendamment de ça... exagère alors, si le Nigeria a non, c'est pas de ça que je dis, puisque j'en viendrai. Donc ma position est la suivante. Le président Patrice Talon a dit, mais écoutez, il faudrait d'abord l'autosuffisance. Et ensuite, quand nous aurions produit, nous pourrions inonder et le Nigeria et pourquoi pas d'autres. Créons les conditions pour que la production, qu'elle soit vivrière, qu'elle soit au niveau de la pêche, avec tout ce que ça comporte, nous puissions produire excessivement. Et en ce qui concerne le riz, en ce qui concerne le maïs, en ce qui concerne tous les produits qui pourraient servir à cette population de 150 ou 170 millions d'habitants. Malheureusement, je dis, certains ont trouvé le vilain esprit d'importer. Et en important, qui en profite? Ce n'est pas le Bénin. Ils traversent la frontière de manière frauduleuse. Ce qui fait que les douanes ne perçoivent pas. Ou encore, on dit, ça va vers le Niger, ça va vers tel pays. Et au finish, on passe, on rebouche chemin. Donc bref, ce que je voudrais dire à travers ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que mon pays, tout en gardant de bonnes relations avec le Nigeria, nous en avons besoin. Que nous créons à court, à moyen et à long terme ce qu'il faudrait pour que nos produits, parce que je pense tout à l'heure en venant ici, et devant nous encore, nous avons nos parents qui vendent l'ananas, nos parents qui amènent l'ananas au Nigeria, mais la frontière est fermée. Mais il faut créer les conditions pour que nous puissions conserver ces produits-là, pour qu'ils ne se gâtent pas. Et j'ai entendu encore hier, et le ministre Donato, qui a bien dit que l'agro va se développer chez nous, le froid va se développer chez nous, pour que nous conservions ces produits, pour les réexporter, pas seulement au Nigeria, mais également vers l'extérieur. Aujourd'hui, quand vous allez en France, mais vous voyez le curry
de Savalo, qui est prisé. Vous avez les produits vivriers qui sont prisés, que les gens attendent. Mais malheureusement, nous regardons tout le temps le Nigeria. Et quand nous regardons le Nigeria, beaucoup ne s'en rendent pas compte. C'est comme le pailleur. Qui profite du pailleur? C'est le Bénin? C'est l'État? Non, ça profite à quelques-uns. Ça ne profite pas à l'État. Parce que ceux-là ne dédouanent pas. Certains disent qu'il y a du pailleur à la pompe. Vous savez, que ce soit, il nous revient d'instaurer la rigueur en tout. Et c'est la rigueur qu'il faudrait reconnaître en l'homme qui était chef d'entreprise, qui a mis son génie de chef d'entreprise aujourd'hui au service de l'État. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Si vous me permettez, Maître a parlé de l'autosuffisance. Oui. Aujourd'hui, que fait l'État par rapport à cette question? Je m'attendais à ce que, je me suis dit, cette situation avec le Nigeria devrait profiter au Bénin. Je m'attendais à ce que le chef de l'État investisse dans l'agriculture, c'est-à-dire revalorise l'agriculture à travers la vallée de l'Ouémé que nous avons, que de mettre les 45 milliards. Moi, je dis, j'aimerais bien qu'on prenne les 45 milliards du Ravif, qu'on éjecte dans la vallée de l'Ouémé, pour parler de, exactement, éminent journaliste. C'est-à-dire, j'aimerais bien que le chef de l'État, parce que c'est que Maître est très proche de la mamite et peut transmettre mon message au chef, je parle de la mamite ruturienne, et transmettre mon message au chef de l'État, de valoriser, au fait, la vallée de l'Ouémé, l'agriculture, parce que si la vallée est exploitée, je ne pense pas que nous serons là en train de nous plaindre. Il y aura l'autosuffisance, comme le dit Maître. J'aimerais bien que le chef de l'État prenne en compte les aspirations du peuple et de la jeunesse et qu'il ramène la balle à terre. Merci à vous. Merci, éminent journaliste, c'est moi. Thierry, Maître Jacques Miguin, votre conclusion très très rapidement. Donc, ce que je voudrais dire, le Bénin est en chantier, le Bénin est en mouvement. Et le gouvernement aujourd'hui travaille pour aujourd'hui la jeunesse, travaille beaucoup pour demain et sur tous les plans, que ce soit sur le plan agricole, comme nous le disons, grâce à cette politique de l'homme Gaston Dossoui, où nous aurons d'ici 2021, même 22 je dirais, 1000 tonnes. Aujourd'hui nous sommes à 400 tonnes en ce qui concerne la production du riz, ce que nous réclame le Niger et le Nigeria. Il en sera de même sur quels que soient les produits. La vallée, elle sera aussi, elle sera exploitée, elle est déjà exploitée. Donc ce que vous dites, ça fait partie de la vision du chef de l'État, parce que nous ne pouvons pas avoir une telle vallée et puis ne pas l'exploiter, surtout que c'est la deuxième après le Niger et l'Égypte. Donc c'est pour vous dire que, Monsieur Seydro, je vous ai compris à travers ce que vous dites, mais remercions tous l'homme qui est là et qui travaille pour vous et qui travaille pour son pays, qui travaille pour nous tous et surtout pour la jeunesse. Et vous en sortirez gagnant. Merci à vous, Maître Jacques Miguin. L'émission, c'était On se le dit en face. On se le dit en face, le premier numéro de ce dimanche 10 novembre 2019. On a reçu pour vous Maître Achefon Miguin, Jacques Miguin, donc ancien bâtonnier, membre fondateur du bloc républicain. Il est de la mouvance présidentielle. Et de l'autre côté, Thierry Seydro, un jeune acteur politique. Il est de l'opposition, bien sûr. Mesdames et messieurs, c'était votre émission. On se le dit en face. On a parlé de la révision de la Constitution, loi d'amnistie. On a parlé de la gouvernance talent d'une manière générale. Mesdames et messieurs, c'était On se le dit en face. Merci à vous et à dimanche prochain, si Dieu le veut. Merci beaucoup.